Il riait dans mon dos, pensant que j'étais trop faible pour découvrir la vérité. Que je n'étais qu'une vieille femme fragile, inconsciente de tout pendant qu'il me vidait de mon argent jusqu'au dernier centime. Leurs mots froids m'ont frappé comme un coup de poing en pleine figure. Ne t'en fais pas. Maman n'a aucune idée qu'on a vidé son épargne. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier. Je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Martine et j'ai 78 ans. J'ai vécu dans le même appartement du quartier du Marais à Paris pendant 32 ans, observant le quartier se transformer autour de moi, tandis que je restais enracinée comme un vieux chêne. La lumière du matin filtre toujours à travers la fenêtre de ma cuisine de la même manière que lorsque mon mari, Pierre, était en vie, projetant des carrés dorés sur la table en bois usé où nous avons partagé d'innombrables tasses de café et de rêves pour notre avenir. Mais quelque chose a changé entre ces murs. Quelque chose de si profond que je reconnais à peine la femme que je suis devenue. L'appartement, autrefois animé par les réunions de famille, résonne maintenant d'un silence si profond qu'il me serre la poitrine. Le réfrigérateur qui débordait de restes des dîners du dimanche ne contient plus que quelques produits de base, soigneusement rationnés parce que mon compte en banque a été mis à nu. J'avais l'habitude de me réveiller au doux murmure des matins parisiens, le grondement lointain du métro sous mes pieds, l'arôme puissant du café provenant du petit bistrot du coin, les rires des enfants se rendant à l'école. Ces sons étaient ma symphonie, mon rappel quotidien que la vie continuait de battre autour de moi, même en vieillissant. Mais maintenant, chaque matin est comme une lente goutte d'eau froide sur ma peau, chaque jour un pas de plus dans un isolement que je n'avais jamais vu venir. Hier matin, je traînais les pieds dans mon appartement avec mes vieux chaussons élimés, ceux que Pierre m'avait achetés il y a 15 ans pour mon anniversaire. Ils tombent en morceaux, le tissu usé jusqu'à la corde au talon, mais je ne peux me résoudre à les jeter. Ils sont l'une des rares choses qu'il me reste et qui ne m'ont pas été enlevées. Je suis passée devant la cheminée, où des photographies délavées de mes petits-enfants me sourient depuis des cadres en argent. Léa avec ses dents de devant manquantes, le petit Lucas dans son premier uniforme de football, Sarah soufflant les bougies de son 6e gâteau d'anniversaire. Ces images me remplissaient autrefois de chaleur, d'un sentiment d'utilité. Maintenant, elles ressemblent aux fantômes d'un bonheur passé, des rappels d'une famille qui m'a lentement, méthodiquement, tourné le dos. L'appartement porte encore le faible parfum des lilas du printemps dernier, quand je pouvais encore m'offrir des fleurs fraîches du marché de la rue de Bretagne. Les disques de jazz de Pierre sont restés intacts sur leur étagère, accumulant la poussière, parce que le son me rappelle trop ce que j'ai perdu. Pas seulement lui, mais la sécurité qu'il m'apportait, le partenariat que nous partagions, le sentiment de ne jamais être vraiment seul. Mais il manque autre chose maintenant. Quelque chose qu'il m'a fallu des mois pour comprendre pleinement. Mes économies de toute une vie, 43 ans de planification minutieuse, de privation et de sacrifice, ont disparu. Pas lentement, pas à cause de factures médicales ou de dépenses nécessaires, mais délibérément, systématiquement volées par les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance en ce monde. Mon fils Antoine et sa femme Claire. La prise de conscience ne s'est pas faite d'un seul coup. Elle s'est insinuée en moi comme l'hiver en ville, commençant par de petits signes que j'ai choisi d'ignorer. Une facture de chauffage que je ne pouvais pas payer, malgré ce que je pensais être un matelas confortable sur mon compte d'épargne. Des relevés de cartes de crédit qui n'avaient aucun sens, montrant des achats que je n'avais jamais faits dans des magasins où je n'étais jamais allée. Des appels à la banque qui me laissaient plus confuse qu'informée, parlant à des conseillers qui utilisaient des mots que je ne comprenais pas à propos de comptes que je ne me souvenais pas avoir ouverts. Pas plus tard qu'hier, enveloppée dans un des vieux cardigans de Pierre parce que je ne peux pas me permettre de monter le chauffage, j'ai envoyé un simple SMS à Antoine. L'hiver avait été particulièrement rude et mon appartement ressemblait à une glacière. « Mon chéri » écrivis-je, « pourrais-tu aider maman avec la facture de chauffage ce mois-ci » Le froid me transperce les os. J'ai attendu une réponse toute la journée. Rien. Pas même un bref accusé de réception de mon message.
Mais ce soir-là, en sortant les poubelles, j'ai croisé Madame Dubois de l'appartement du 4e. Elle m'a dit avoir vu Antoine et Claire au volant d'une BMW flambant neuve dans le quartier, parlant de leurs récentes vacances à Deauville. « Ils avaient l'air si heureux », dit-elle avec un sourire qui m'a poignardé le cœur. « Vous devez être si fiers de leur réussite. » J'ai souri en retour, hoché la tête poliment. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Comment mon fils pouvait-il s'offrir une voiture de luxe et des vacances coûteuses alors que sa mère était assise dans un appartement glacial, craignant d'allumer le chauffage à cause du coût? Le calcul ne tenait pas, et pour la première fois, je me suis permis d'envisager une possibilité qui me terrifiait. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit à écouter les bruits de la ville, des sirènes au loin, le grondement du trafic nocturne, le cri occasionnel de quelqu'un marchant dans la rue. Ces sons qui m'avaient autrefois réconfortée me semblaient maintenant étrangers, comme si je les entendais derrière une vitre, séparés de la vie qui continuait de couler autour de moi. J'ai pensé à la femme que j'étais, avant la mort de Pierre, avant que l'âge ne commence à courber ma colonne vertébrale et à ralentir mes pas. J'étais forte à l'époque, décidée. J'ai élevé 3 enfants en grande partie seule, pendant que Pierre faisait de longues heures dans une grande société de transport. Je gérais notre budget familial avec une rigueur militaire, m'assurant que chaque euro était utilisé au mieux. Quand Pierre est décédé il y a 8 ans d'une crise cardiaque soudaine, je pensais avoir tout prévu. J'avais notre testament en ordre, nos finances organisées, nos polices d'assurance à jour. Ce à quoi je ne m'étais pas préparée, c'était la solitude, la façon dont le deuil pouvait vous vider jusqu'à ce que vous soyez désespéré de trouver une connexion, un signe que vous comptiez encore pour quelqu'un. Peut-être que ce désespoir a fait de moi une proie facile. Peut-être que mon besoin de me sentir utile, d'être aimé, m'a aveuglé sur ce qui se passait vraiment. Parce qu'en y repensant maintenant, je vois le schéma si clairement que cela me coupe le souffle. Ça a commencé modestement, comme toujours dans ces cas-là. Antoine appelait, la voix chaleureuse et aimante, me demandant comment j'allais, me parlant du dernier projet scolaire de Léa ou de la promotion de Claire au travail. Puis, presque comme une pensée après coup, il mentionnait une difficulté financière à laquelle ils étaient confrontés. Rien de grave, juste un revers temporaire. Pourrais-je les aider? Juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Bien sûr que je pouvais aider. Quelle mère serais-je si je n'aidais pas mon propre fils quand il en avait besoin? Le premier prêt était de 5 000 € pour couvrir des frais médicaux imprévus lorsque Claire a eu des complications pendant sa grossesse avec Lucas. J'ai viré l'argent sans hésiter, reconnaissante d'être en mesure d'aider, que mes années d'épargne minutieuse puissent alléger leur fardeau. La deuxième demande est arrivée 3 mois plus tard. L'entreprise d'Antoine se restructurait et il s'inquiétait des licenciements. Pourrais-je leur prêter 3 000 € de plus, juste comme filet de sécurité? Encore une fois, j'ai dit oui. C'était à ça que servirent les économies, n'est-ce pas? Pour aider sa famille quand elle en avait le plus besoin, mais les remboursements ne sont jamais arrivés. Quand je posais doucement la question, Antoine semblait mal à l'aise et changeait de sujet. Claire soupirait et mentionnait à quel point les fins de mois étaient difficiles, qu'ils faisaient de leur mieux mais que tout était si cher de nos jours, et je me sentais coupable d'avoir même abordé le sujet, comme si j'étais avide ou insensible. Les demandes sont devenues plus fréquentes. Une réparation de voiture, un projet de rénovation de la maison, les frais de scolarité de l'école privée de Léa, les séances d'orthophonie de Lucas, les cours de danse de Sarah. Chaque fois, ils se présentaient comme des parents dévoués, essayant simplement d'offrir les meilleures opportunités à leurs enfants, luttant mais déterminés. Chaque fois, j'ouvrais mon chéquier, mon compte d'épargne, mon cœur. J'ai commencé à remarquer que nos conversations devenaient plus courtes, plus transactionnelles. Antoine appelait, nous discutions brièvement du temps ou des enfants, puis il en venait à la vraie raison de son appel. Une autre urgence, un autre besoin pressant. J'ai commencé à me sentir comme un distributeur de billets parlants, précieuse uniquement pour ce que je pouvais fournir. Mais je me disais que c'était temporaire. C'était la famille. C'était l'amour en action. Quand on aime quelqu'un, on fait des sacrifices. On donne jusqu'à ce que ça fasse mal.
Et puis, on donne encore un peu plus. Les visites physiques sont devenues moins fréquentes aussi. Alors qu'Antoine et Claire passaient tous les 15 jours, parfois juste pour discuter ou partager un repas, des mois s'écoulaient maintenant sans que je les voie. Quand ils venaient, ils semblaient distraits, vérifiant toujours leur téléphone, toujours prêts à partir. Les enfants me serrèrent dans leurs bras consciencieusement, mais je sentais leur impatience de rentrer chez eux, de retourner à leur vraie vie, où mamie n'était qu'une obligation à supporter. Mon anniversaire l'année dernière a été une blessure particulière qui fait encore mal. J'avais prévu un petit dîner, rien d'extraordinaire, juste la famille réunie autour de ma table comme nous le faisions quand Pierre était en vie. J'ai acheté les ingrédients pour le bœuf bourguignon préféré d'Antoine, la recette que j'avais perfectionnée pendant 30 ans de dîners dominicaux. J'ai mis la table avec ma belle porcelaine, le service que Pierre m'avait offert pour notre 25e anniversaire. J'ai attendu tout l'après-midi. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, pensant que j'avais peut-être manqué un appel, qu'ils étaient peut-être en retard. Le bœuf bourguignon a séché dans le four. Les bougies se sont consumées jusqu'au bout. Alors que le soir tombait et que l'appartement s'assombrissait, j'ai finalement accepté qu'il ne viendrait pas. Antoine a appelé le lendemain avec une excuse à propos de Léa qui était malade, disant qu'ils avaient passé toute la nuit aux urgences. Mais quand j'ai demandé comment elle allait, il a semblé vague, distrait. Plus tard, j'ai vu la publication de Claire sur Facebook de cette même soirée, des photos d'eux dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés, célébrant la promotion de quelqu'un au travail. Tout le monde avait l'air en bonne santé et heureux. Aucun signe de visite aux urgences. Je ne les ai pas confrontés à propos du mensonge. À quoi cela aurait-il servi? Au lieu de ça, j'ai mangé des restes de bœuf bourguignon pendant une semaine. Chaque bouchée un rappel de ma propre bêtise, de mon besoin désespéré de compter pour des gens qui avaient clairement avancé sans moi. L'hiver où je suis tombée malade a été un autre tournant, bien que je ne l'ai pas reconnu à l'époque. Une mauvaise grippe qui s'est installée dans ma poitrine et m'a laissé faible pendant des semaines. Je pouvais à peine monter les escaliers de mon appartement sans m'arrêter pour reprendre mon souffle. Ma voisine, Madame Garcia du 2e, prenait de mes nouvelles tous les jours, m'apportait de la soupe, s'assurait que je prenais mes médicaments. C'était pratiquement une étrangère, et pourtant elle m'a montré plus d'attention que ma propre famille. Antoine savait que j'étais malade. Je l'avais appelé, la voix rauque et faible, pour lui dire que je ne serais peut-être pas disponible s'il avait besoin de moi pour quoi que ce soit. Sa réponse fut brève, distraite. « D'accord, maman, prends soin de toi. On est vraiment occupé avec les enfants en ce moment, mais on essaiera d'appeler plus tard. » Ils n'ont jamais rappelé. C'est pendant ces longues nuits fébriles que j'ai commencé à voir les choses différemment. Allongée dans mon lit, trop malade pour faire autre chose que réfléchir, j'ai commencé à additionner les prêts, les cadeaux, l'argent qui avait coulé de mes comptes vers les leurs sans jamais rien en retour. Le total était stupéfiant, près de 60 000 € au cours des 3 dernières années. De l'argent que j'avais économisé en découpant des bons de réduction, en achetant des marques de distributeurs, en portant le même manteau d'hiver pendant une décennie, en marchant au lieu de prendre des taxis. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui faisait mal. C'était la prise de conscience que j'avais été réduite à mon utilité pour eux. Ils n'appelaient pas pour savoir comment j'allais, sauf s'ils avaient besoin de quelque chose. Ils ne m'invitaient pas aux événements familiaux, sauf si je les organisais chez moi. Ils ne rendaient pas visite, sauf s'il y avait une faveur à demander ou un besoin financier à combler. J'étais devenue une ressource à gérer, pas une personne à aimer. Le matin où j'ai fait cette découverte, vraiment, pas seulement suspectée mais su avec une certitude écrasante, était un jeudi pluvieux de mars. J'essayais de faire mes comptes, quelque chose que Pierre avait toujours insisté pour que nous fassions chaque mois. Les chiffres ne correspondaient pas, et je commençais à m'énerver, pensant que mes vieux yeux me jouaient peut-être des tours. J'ai appelé la banque, m'attendant à ce qu'ils m'aident à identifier une simple erreur. Au lieu de cela, la conseillère clientèle, une jeune femme à la voix patiente, a parcouru avec moi l'activité de mon compte de l'année écoulée. Alors qu'elle énumérait transaction après transaction, des retraits que je n'avais pas faits, des virements que je n'avais pas autorisés, des prélèvements sur des comptes que je n'avais pas ouverts, mes mains se sont mises à trembler.
Madame, dit-elle doucement, il semble que quelqu'un ayant accès à vos informations de compte ait effectué ces transactions. Avez-vous des cotitulaires de compte ou quelqu'un à qui vous auriez pu donner vos informations bancaires? Antoine. Je l'avais ajouté comme cotitulaire sur mes comptes il y a 2 ans, lorsque je m'inquiétais de la gestion de mes finances en vieillissant. C'était censé être pour les urgences, pour les moments où j'aurais pu avoir besoin d'aide pour payer des factures ou gérer des transactions. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait utilisé de cette façon. « Madame, vous êtes toujours là ?» demanda la conseillère. J'étais toujours là, mais j'avais l'impression de flotter hors de mon corps, regardant une autre vieille femme découvrir que son fils la volait systématiquement. La femme au téléphone continuait de parler, expliquant les options pour signaler la fraude, pour protéger mes comptes, pour récupérer les fonds volés. Mais tout ce que j'entendais, c'était le son de mon propre cœur, battant fort et irrégulièrement dans mes oreilles. Après avoir raccroché, je suis restée assise à ma table de cuisine pendant ce qui m'a semblé être des heures, fixant les relevés bancaires étalés devant moi. Chaque ligne racontait une histoire de trahison. Des virements sur le compte d'Antoine et Claire pendant que je mangeais des pâtes au dîner, 5 soirs par semaine, parce que la viande était trop chère. Des paiements pour leur carte de crédit alors que j'avais reporté mes propres soins dentaires parce que je ne pouvais pas me les permettre. Des retraits pour leurs fonds de vacances, alors que je marchais 20 pâtés de maison pour économiser le prix d'un ticket de métro. J'ai pris une de mes tasses à thé, le délicat service en porcelaine que Pierre m'avait offert pour notre 10e anniversaire, et je l'ai tenue dans mes mains tremblantes. Elle était magnifique, peinte de minuscules roses, si fragile que j'avais toujours pris soin de la laver à la main, de la ranger en toute sécurité dans le placard. Mais alors que j'étais assise là, absorbant l'ampleur de ce qui m'avait été fait, ma prise s'est resserrée. La tasse s'est brisée dans mes mains. Le son était sec, final, comme quelque chose qui se casse et ne peut jamais être réparé. Des morceaux de porcelaine se sont éparpillés sur le sol, ainsi que des gouttes de sang là où les bords avaient coupé mes paumes. J'ai regardé les fragments, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas les douces larmes de deuil que j'avais versées pour Pierre, mais des sanglots profonds et déchirants qui semblaient venir d'un endroit que je ne savais pas exister. J'ai pleuré pour l'argent, oui, mais plus que ça. J'ai pleuré pour la confiance qui avait été brisée, pour l'amour qui avait été exploité, pour la mère que j'avais été et le fardeau que j'étais devenue. Mais quelque part dans ces larmes, autre chose est née. Une minuscule graine de colère, d'indignation, de respect de soi qui avait été enfouie sous des années de besoin désespéré d'être nécessaire. Pour la première fois, je me suis permis de penser une pensée qui aurait semblé impossible quelques heures plus tôt. Et si je disais non? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai passé en revue chaque relevé bancaire, chaque reçu, chaque document que je pouvais trouver. J'ai fait des listes, organisé les preuves, constitué un dossier comme si je me préparais pour un procès. Parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Je me préparais à mettre ma propre famille en procès pour ce qu'elle m'avait fait. Le lendemain matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant dans ma relation avec Antoine et Claire. Quand Antoine a appelé, et il a appelé pile à l'heure, comme s'il avait un 6e sens pour savoir quand je pourrais devenir méfiante. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Son message était typique, joyeux et superficiellement attentionné. « Salut maman, je prends juste de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Rappelle-moi quand tu auras un moment. Aucune mention de ma récente maladie. Aucune question sur ma situation financière. Aucune reconnaissance du fait qu'il appelait depuis la BMW qu'il avait achetée avec mon argent. Je n'ai pas rappelé. 3 jours plus tard, Claire a appelé. Sa voix était différente, légèrement tendue, avec moins de cette douce manipulation à laquelle je m'étais habituée. « Martine, nous n'avons pas eu de tes nouvelles depuis un moment. Antoine est un peu inquiet. Est-ce que tout va bien? » Pendant un instant, j'ai failli retomber dans le vieux schéma. J'ai failli m'excuser de les avoir inquiétés, failli me précipiter pour les rassurer que tout allait bien. Mais ensuite, je me suis souvenu des relevés bancaires, de la tasse de thé brisée, des nuits où j'avais grelotté dans ma propre maison pendant qu'il prenait des vacances à Deauville. « Je vais bien », ai-je dit, et j'ai raccroché. Le silence qui a suivi était à la fois terrifiant et libérateur. Pendant 43 ans de mariage et 8 ans de veuvage,
Je n'avais jamais simplement raccroché au nez de ma famille. J'avais été élevée dans la croyance que la famille passait avant tout, qu'il fallait endurer n'importe quel traitement, pardonner n'importe quelle transgression, sacrifier n'importe quoi pour les gens qu'on aimait. Mais que se passe-t-il lorsque cet amour devient une arme utilisée contre vous? J'ai commencé petit. J'ai changé mes mots de passe bancaire, retiré le nom d'Antoine de mes comptes, mis en place des alertes pour toute activité inhabituelle. La conseillère bancaire qui m'a aidée était la même femme à qui j'avais parlé auparavant, et j'ai pu entendre le soulagement dans sa voix alors que nous mettions en place des mesures de protection. « Madame, dit-elle, vous faites ce qu'il faut. L'abus de faiblesse sur personnes âgées est plus courant qu'on ne le pense, et il est souvent perpétré par des membres de la famille. Vous vous protégez, et cela demande du courage. Du courage. Je n'y avais pas pensé de cette façon. J'avais seulement pensé à la survie, à dire enfin assez. Le test suivant est arrivé plus tôt que prévu. Antoine s'est présenté à mon appartement sans prévenir, ce qu'il n'avait pas fait depuis plus d'1 an. Quand j'ai ouvert la porte, il avait l'air inquiet, presque affolé. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu ne réponds pas à nos appels, et quand j'ai essayé de virer de l'argent pour les courses, la banque a dit que le compte était bloqué. » Il mentait si doucement, si facilement, que pendant un instant, j'ai douté de mes propres souvenirs. Lui avais-je demandé de faire des courses? Y avait-il eu un malentendu? Mais ensuite, j'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu la BMW garée dans la rue, brillant sous le soleil de l'après-midi, et ma résolution s'est durcie. « Antoine, ai-je dit calmement, nous devons parler ?» Je l'ai invité à entrer, mais au lieu d'aller à la cuisine où nous nous asseyons habituellement, je l'ai conduit au salon, où j'avais disposé tous mes relevés bancaires sur la table basse comme des preuves sur une scène de crime. Son visage est devenu blanc quand il les a vus. « Maman, je peux tout expliquer, » a-t-il commencé, mais j'ai levé la main. « Non, Antoine, tu ne peux pas l'expliquer. Tu ne peux pas expliquer comment tu as acheté une voiture avec mon argent pendant que je mangeais des céréales pour le dîner. Tu ne peux pas expliquer comment tu as payé des vacances avec mes économies pendant que je ne pouvais pas me permettre de chauffer mon appartement. Tu ne peux pas expliquer comment tu m'as regardé dans les yeux et appelé ça aider la famille. » Sa défense était prévisible, un mélange de justification et de déviation. Il a parlé de dépenses, de vouloir donner des opportunités à ses enfants, de son intention de me rembourser quand il le pourrait. Il a fait comme s'il était la victime, accablé par les responsabilités financières et forcé de faire des choix difficiles. Mais j'avais déjà tout entendu, et cette fois, ça n'a pas marché. « Antoine, ai-je dit, ma voix stable malgré le tremblement de mes mains, tu ne m'as pas fait des prêts. Tu m'as volé. » Il y a une différence. Il est parti en colère, claquant la porte derrière lui avec une force qui a fait trembler mes fenêtres. Mais je n'ai pas couru après lui pour m'excuser, je n'ai pas appelé pour arranger les choses. Au lieu de cela, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La satisfaction tranquille de m'être défendue. Claire a appelé ce soir-là, et son approche était différente de celle d'Antoine. Là où il avait été sur la défensive et agressif, elle était manipulatrice et émotive. « Martine, je ne sais pas ce qui prend à Antoine, mais il est vraiment contrarié. Tu sais combien il t'aime, combien nous t'aimons tous. Nous sommes une famille, et une famille devrait pouvoir surmonter ce genre de malentendu. » Le mot « malentendu » m'a frappé comme une gifle. 60 000 € n'était pas un malentendu. Des années de tromperie n'étaient pas un malentendu. Le drainage systématique de mes économies de toute une vie pendant que je luttais pour payer mes factures de base n'était pas un malentendu. « Claire, ai-je dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, ne m'appelle pas pendant un moment. » Mais Martine? J'ai raccroché. Les jours qui ont suivi ont été étranges, différents de tout ce que j'avais connu depuis la mort de Pierre. Le téléphone ne sonnait pas constamment avec des demandes d'argent ou d'aide. Personne ne frappait à ma porte avec des urgences financières urgentes que seul moi pouvais résoudre. Pour la première fois depuis des années, mon temps m'appartenait. J'ai commencé à me promener dans le quartier, à le voir vraiment au lieu de le traverser la tête basse. J'ai remarqué des choses que j'avais manquées. Un jardin partagé, niché entre 2 immeubles, une petite librairie qui avait ouvert pendant que je ne faisais pas attention,
Un café où des gens de mon âge se réunissaient chaque matin pour lire les journaux et débattre de politique. À la librairie, j'ai rencontré Éléonore, une femme de mon âge qui avait déménagé dans le Marais après la mort de son mari. Elle était tout ce que je n'étais pas. Confiante, indépendante, sans complexe à l'idée de prendre sa place dans le monde. Nous avons commencé à nous retrouver pour un café une fois par semaine, et lentement, j'ai commencé à me souvenir de ce que c'était que d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de quelqu'un d'autre. Tu sais ce que j'ai appris après la mort d'Harold, a dit Éléonore un après-midi, alors que nous étions assises à la fenêtre d'un café de la rue des Francs-Bourgeois. J'ai appris que j'avais passé tellement d'années à être une épouse et une mère que j'avais oublié comment être simplement moi. C'était terrifiant au début, mais aussi assez excitant. J'ai pensé à ces paroles en rentrant chez moi ce jour-là. Qui étais-je, au-delà d'être la femme de Pierre et la mère d'Antoine? Que voulais-je, indépendamment de ce que ma famille attendait de moi? Ces questions semblaient révolutionnaires, dangereuses en quelque sorte, comme si le simple fait de les penser me rendait égoïste. Mais peut-être, pensais-je, peut-être qu'un peu d'égoïsme n'était pas une si mauvaise chose. Le véritable test de ma nouvelle indépendance est arrivé 6 semaines après que j'ai coupé tout soutien financier. Antoine a appelé, et cette fois, il y avait un vrai désespoir dans sa voix. « Maman, on a des ennuis. L'échéance du prêt immobilier arrive, et il nous manque de l'argent. Si on ne paie pas, on pourrait perdre la maison. Les enfants pourraient perdre leur maison. S'il te plaît, je sais que les choses n'ont été bizarres entre nous, mais c'est une urgence. L'ancienne moi aurait immédiatement viré l'argent, aurait donné la priorité à sa panique plutôt qu'à mon propre bien-être. Mais l'ancienne moi ne savait pas que son fils était capable de la voler pendant qu'elle luttait pour payer le chauffage. « Antoine, ai-je dit, vous allez devoir vous débrouiller sans moi. Mais maman, ce sont les enfants. Les enfants iront bien. Vous avez des emplois? Vous avez des ressources? Vous avez l'argent que vous m'avez pris. Utilisez-le. » J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, avant que la manipulation émotionnelle ne puisse s'insinuer sous ma peau. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée au Louvre toute seule, quelque chose que Pierre et moi faisions tous les quelques mois quand nous étions plus jeunes. J'ai déambulé dans les galeries à mon propre rythme, m'arrêtant pour vraiment regarder des tableaux devant lesquels j'étais passée en courant les années où mon temps ne m'appartenait pas. Dans l'aile Richelieu, je me suis retrouvée devant un tableau d'une femme assise seule près d'une fenêtre, lisant un livre. Il y avait quelque chose de paisible dans sa solitude, quelque chose qui suggérait qu'elle était seule par choix plutôt que par circonstance. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris la différence. Le printemps a commencé à s'installer dans la ville, et avec lui, un changement subtil dans ma routine quotidienne. J'ai recommencé à acheter des fleurs fraîches, de petits bouquets du marché du coin qui remplissaient mon appartement de couleurs et de vie. J'ai mis les disques de jazz de Pierre, laissant la musique m'envahir sans la douleur aiguë du deuil qui les avait rendus trop pénibles à écouter. J'ai même recommencé à cuisiner de vrais repas, pas seulement les simples combinaisons de ce qui était le moins cher au supermarché. Cuisiner pour une seule personne semblait étrange au début, mais j'ai alors réalisé quelque chose de libérateur. Je pouvais faire ce que je voulais, quand je le voulais. Pas de préférence des autres à prendre en compte, pas de restrictions alimentaires des autres à accommoder. Mais la paix ne pouvait pas durer éternellement. Les drames familiaux ont une façon de se réaffirmer, surtout quand l'argent est en jeu. L'appel est venu du frère de Claire, Marc, un homme que je n'avais rencontré qu'une poignée de fois lors de réunions de famille. Sa voix était froide, intimidante, d'une manière qui était clairement calculée pour m'effrayer. « Écoutez, Martine, je ne sais pas à quel jeu vous jouez avec Antoine et Claire, mais ça doit cesser. Ce sont de bonnes personnes qui essaient d'élever leurs enfants, et vous êtes égoïste et vindicative. » Les mots m'ont frappé comme des coups. Égoïste, vindicative. Ce n'étaient pas des mots que l'on n'avait jamais utilisés pour me décrire. J'étais celle qui donnait jusqu'à en souffrir, qui faisait passer les besoins de tout le monde avant les siens, qui avait passé toute ma vie d'adulte au service des autres. Marc, je ne pense pas que vous compreniez la situation. Je comprends que vous êtes une vieille femme aigrie qui punit son fils d'avoir sa propre vie. Personne ne vous doit rien, Martine. Vous n'avez pas droit à leur temps ou à leur attention juste parce que vous êtes seule.
Il a raccroché avant que je puisse répondre. Mais ces mots ont résonné dans mon appartement longtemps après que la ligne soit coupée. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'étais vindicative. Peut-être que je laissais la solitude me transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Ce soir-là, j'ai appelé Éléonore. « Ils te font douter de toi », a-t-elle dit après que je lui ai raconté la conversation. C'est ce que font les gens quand ils ont été pris à faire quelque chose de mal. Ils font en sorte que la victime se sente comme si c'était elle le problème. Mais, et si j'étais le problème? Et si je n'étais qu'une vieille femme aigrie qui… Stop. La voix d'Éléonore était tranchante, coupant court à mon doute. Martine, tu as passé 78 ans à faire passer les autres en premier. Au moment où tu te fais enfin passer en premier, ils te traitent d'égoïste. Tu vois le problème? Je le voyais, mais le voir et le croire étaient deux choses différentes. J'avais été entraînée si longtemps à douter de mes propres sentiments, à donner la priorité au confort des autres plutôt qu'à ma propre vérité, que rester ferme me semblait étranger et effrayant. Mais j'apprenais. Puis ma petite fille Léa a appelé. Elle avait 12 ans, assez grande pour comprendre plus que ce que les adultes lui en donnaient le crédit. Sa voix était petite, confuse, quand elle a demandé si elle pouvait me rendre visite. « Papa a dit que tu ne voulais plus nous voir », a-t-elle dit en arrivant à mon appartement le samedi suivant. « Il a dit que tu es en colère contre notre famille. » Mon cœur s'est brisé pour cette enfant prise au milieu de quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Je l'ai assise sur mon canapé et j'ai essayé d'expliquer en des termes qu'elle pouvait saisir. « Léa, ma chérie, je t'aime toi, Lucas et Sarah plus que tout au monde. Je ne suis pas en colère contre vous. Parfois, les adultes ont des désaccords sur des choses de grands, mais ça ne change pas à quel point je vous aime. Mais pourquoi les choses ne peuvent-elles pas redevenir comme avant ?» a-t-elle demandé, et je pouvais voir des larmes se former dans ses yeux. C'était la même question que je me posais depuis des semaines. Pourquoi ne pouvais-je pas simplement pardonner et oublier? Pourquoi ne pouvais-je pas redevenir la grand-mère qui disait oui à tout, qui donnait jusqu'à ce que ça fasse mal, qui ne questionnait jamais, ne confrontait jamais et n'exigeait jamais le respect? Parfois, ma chérie, quand les gens nous font vraiment mal, nous devons nous protéger. Et parfois, se protéger signifie que les choses ne peuvent pas redevenir exactement comme avant. Léa m'a alors serré dans ses bras, longuement et fort, et a chuchoté « Mamie, je te crois ». Ces 4 mots signifiaient plus pour moi que toutes les justifications, explications et manipulations émotionnelles que j'avais endurées de la part des adultes. Cet enfant, qui n'avait aucune raison de douter de ses parents, qui avait tout à gagner à prendre leur parti, a choisi de me croire à la place. Après le départ de Léa, j'ai senti un changement en moi. La culpabilité qui rongeait ma résolution a commencé à se dissiper, remplacée par quelque chose de plus fort et de plus durable. La certitude que je n'étais pas seule dans cette épreuve. Même si les adultes de ma famille ne pouvaient pas voir ce qui m'avait été fait, au moins une personne comprenait. Cette compréhension m'a donné le courage de passer à l'étape suivante. J'ai pris rendez-vous avec une avocate, quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir besoin de faire concernant ma propre famille. La permanence d'aide juridique dans le centre de Paris était intimidante au début, remplie de gens confrontés à des crises que je ne pouvais imaginer. Mais l'avocate qu'ils m'ont assignée, une jeune femme nommée Marion Lefebvre, a écouté mon histoire avec compassion et une colère grandissante. « Madame, ce qui vous est arrivé est un abus de faiblesse, et c'est un crime. Vous avez des documents, vous avez des preuves, et vous avez des options légales. » Elle a expliqué que je pouvais porter plainte au pénal, poursuivre en justice pour obtenir réparation, ou simplement me concentrer sur ma protection contre de futurs abus. Les choix semblaient écrasants, mais pour la première fois dans toute cette épreuve, je me sentais soutenue, comme si je ne menais pas cette bataille seule. Nous avons commencé par la protection. Marion m'a aidé à mettre en place des garanties financières, des documents juridiques qui empêcheraient quiconque d'accéder à mes comptes ou de prendre des décisions concernant mon argent sans mon consentement explicite. Elle m'a également aidé à rédiger une lettre à Antoine et Claire, indiquant clairement que toute nouvelle tentative d'accéder à mes finances entraînerait des poursuites pénales. La lettre a été livrée un mardi matin fin avril. À midi, mon téléphone sonnait sans arrêt.
Antoine a appelé le premier, sa voix un mélange de colère et de panique. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse avec cette histoire d'avocat. Nous sommes une famille. On ne déballe pas notre linge sale en public. » Claire a appelé ensuite, des larmes dans la voix alors qu'elle dépeignait une image d'erreur innocente et de malentendu. « Martine, nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Nous essayons juste de t'aider à gérer les choses. S'il y a eu une confusion au sujet de l'argent, nous pouvons régler ça en famille. » Mais l'appel le plus révélateur est venu du frère de Claire, Marc, dont les tactiques d'intimidation avaient évolué en menaces pures et simples. « Vous vous croyez maligne, en impliquant des avocats. Laissez-moi vous dire une chose. La vieille, ça va devenir moche. Nous ferons en sorte que tout le monde sache quel genre de personne vous êtes vraiment. Votre réputation dans cet immeuble, dans ce quartier, elle va être détruite. J'ai enregistré cet appel. Marion m'avait recommandé de tout documenter, et j'étais devenue méticuleuse dans la tenue de mes dossiers. Chaque appel téléphonique, chaque SMS, chaque interaction était notée, datée et sauvegardée. Ce qui avait commencé comme une protection était devenu la preuve d'un comportement qui allait bien au-delà de l'abus financier. Il me harcelait, essayant de me faire taire par l'intimidation et la manipulation émotionnelle. Il comptait sur ma peur de la confrontation, mon besoin désespéré de maintenir l'harmonie familiale, pour m'empêcher de me battre. Ils avaient mal calculé. L'attaque sur les réseaux sociaux a commencé quelques jours après la livraison de la lettre de l'avocate. Claire a publié un message soigneusement rédigé sur Facebook, se présentant, elle et Antoine, comme les véritables victimes de cette situation. « Parfois, les familles traversent des moments difficiles », a-t-elle écrit. « Nous faisons face à des défis avec la mère d'Antoine en ce moment. Elle souffre de confusion et de paranoïa depuis le décès de son mari, et c'est difficile pour nous tous, surtout pour les enfants. Nous essayons de lui obtenir l'aide dont elle a besoin, mais la situation est compliquée. S'il vous plaît, gardez notre famille dans vos pensées. » La publication a été partagée des dizaines de fois, accompagnée de commentaires sympathiques d'amis et de connaissances qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait réellement. J'étais dépeinte comme une vieille femme confuse, peut-être démente, qui causait des drames inutiles à sa famille aimante et patiente. L'humiliation était intense, plus douloureuse que ce à quoi je m'attendais. Des gens que je connaissais à peine discutaient de mon état mental, de mes relations familiales, de mes affaires privées comme s'il s'agissait d'un divertissement. Je me sentais exposée, vulnérable, comme si j'étais nue au milieu de la place des Vosges, pendant que des étrangers me montraient du doigt et chuchotaient. Mais cette fois, je ne me suis pas effondrée. Cette fois, je n'ai pas intériorisé leurs attaques ni remis en question ma propre perception de la réalité. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, une colère froide et claire qui a brûlé le doute et la honte. Il m'avait sous-estimé une fois de trop. J'ai appelé Marion et lui ai parlé de la campagne sur les réseaux sociaux. Elle a écouté attentivement, prenant des notes, et quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. « Madame, je pense qu'il est temps de leur montrer exactement combien de preuves nous avons. Êtes-vous prête à vous battre ?» J'étais prête. La première étape fut une plainte officielle à la brigade de protection des familles de la police. L'inspectrice Isabelle Moreau était une femme d'âge mûr avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Elle a examiné ma documentation avec la minutie de quelqu'un qui avait vu ce type de cas trop de fois. « Madame, vous avez un excellent dossier ici. Les relevés financiers seuls sont accablants, mais combinés aux tactiques d'intimidation et au harcèlement sur les réseaux sociaux, cela dresse un tableau clair d'abus systématiques. » Elle a expliqué que l'abus de faiblesse était pris très au sérieux à Paris et que les auteurs pouvaient faire face à des poursuites pénales et à une responsabilité civile. Elle a également confirmé quelque chose que Marion m'avait dit. La majorité des cas d'abus sur personnes âgées impliquaient des membres de la famille et ils s'intensifiaient souvent lorsque la victime commençait à se défendre. Ils vont essayer de vous discréditer, de vous faire passer pour confuse ou vindicative. C'est la procédure standard. Mais vous êtes lucide, vous êtes organisé, vous avez des preuves et vous avez des témoins. Ne les laissez pas vous faire douter de vous-même. La plainte a été déposée un vendredi matin de mai. Le vendredi après-midi, Antoine était à ma porte, plus bouleversé que je ne l'avais jamais vu. « Maman, qu'as-tu fait ?
La police m'a appelé. Ils veulent m'interroger sur un abus de faiblesse. Tu as rendu ça public maintenant. Tout le monde va savoir. Tout le monde le sait déjà, Antoine. Claire s'en est assurée avec sa publication sur Facebook. La différence, c'est que maintenant, ils vont connaître la vérité. Il a essayé de me pousser pour entrer dans l'appartement, mais je suis restée ferme sur le seuil. C'était ma maison, mon espace, et je n'étais plus obligée de laisser entrer des gens qui m'avaient fait du mal juste parce que nous partagions le même sang. « Tu ne peux pas faire ça à ton propre fils », a-t-il dit, la voix brisée. « Pense aux enfants. Pense à ce que cela va faire à leur réputation, à leur avenir. »« J'ai pensé aux enfants, » ai-je répondu. « J'ai pensé à eux chaque fois que je virais de l'argent sur ton compte, alors que je ne pouvais pas m'offrir de la nourriture décente. J'ai pensé à eux chaque fois que tu m'as menti sur la raison pour laquelle tu avais besoin de plus d'argent. J'ai pensé à eux chaque nuit que j'ai passé dans un appartement glacial, parce que vous aviez pris l'argent dont j'avais besoin pour payer le chauffage. Mais nous sommes une famille. La famille ne se vole pas, Antoine. La famille ne se menace pas. La famille ne s'humilie pas sur les réseaux sociaux. Tu as cessé de me traiter comme de la famille il y a longtemps. » J'ai fermé la porte. Ce week-end-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai planifié quelque chose entièrement pour moi. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec les besoins ou les attentes de quiconque. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle dans les ateliers de la mairie. La classe était petite, principalement des femmes de mon âge qui avaient décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Le professeur était un jeune homme patient qui nous encourageait à expérimenter, à faire des erreurs, à trouver nos propres voies artistiques. Pendant 2 heures chaque samedi matin, j'oubliais les drames familiaux et le stress financier et je me concentrais entièrement sur le mélange des couleurs et le mouvement d'un pinceau sur le papier. Ma première peinture était terrible. Un vase de travers avec des fleurs qui ressemblaient plus à des taches colorées. Mais c'était la mienne, créée par mes mains, exprimant quelque chose qui venait de l'intérieur de moi, plutôt que de répondre aux exigences de quelqu'un d'autre. L'art, c'est trouver sa propre voix, a dit le professeur lors de notre 3e session. C'est exprimer ce qui est uniquement vôtre, ce que personne d'autre ne peut créer de la même manière. J'ai pensé à ces mots en rentrant chez moi à travers les rues du Marais. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'avais été définie par mes relations avec les autres. J'étais la femme de Pierre, la mère d'Antoine, la grand-mère des enfants. Mais qui étais-je quand tous ces rôles étaient dépouillés? Qu'est-ce qui était uniquement mien? La réponse commençait à émerger, peinte à l'aquarelle et mesurée en moments d'indépendance tranquille. L'enquête criminelle a progressé lentement mais sûrement. L'inspectrice Moreau a interrogé les voisins, les employés de la banque, quiconque pouvait fournir un contexte à ce qui s'était passé. Elle a également interrogé Antoine et Claire, bien qu'elle n'ait pas partagé les détails de ses conversations avec moi. Le processus prend du temps, a-t-elle expliqué lors d'une de nos réunions. Mais je veux que vous sachiez que nous prenons cela au sérieux. Ce qui vous est arrivé n'est pas acceptable, et il y aura des conséquences. Pendant ce temps, ma vie quotidienne s'était installée dans un nouveau rythme. Je me levais quand je voulais me lever, mangeais ce que je voulais manger, passais mes journées comme je le choisissais. Le silence dans mon appartement n'était plus oppressant. Il était paisible. J'ai commencé à fréquenter un club de lecture à la bibliothèque municipale, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Les autres membres formaient un groupe diversifié, certains retraités comme moi, des plus jeunes qui avaient des horaires de travail flexibles, des étudiants de la Sorbonne qui apportaient des perspectives nouvelles à nos discussions. Relire, vraiment lire, pas seulement parcourir des journaux ou des magazines en m'inquiétant des problèmes familiaux, c'était comme redécouvrir une partie de moi que j'avais oubliée. Nous avons discuté de romans et de mémoires, de philosophie et de poésie. J'ai trouvé ma voix dans ces discussions, réalisé que j'avais des opinions et des idées qui valèrent la peine d'être partagées. « Tu t'épanouis », a dit Éléonore un après-midi, alors que nous étions assises dans le jardin partagé que j'avais découvert lors de mes promenades. « Je le vois dans la façon dont tu te tiens, la façon dont tu parles de ta vie. Tu redeviens toi-même, redevenir moi-même. » L'expression a résonné avec quelque chose de profond en moi. M'étais-je perdue si complètement dans le rôle de mère, de grand-mère et d'aidante
que j'avais oublié qui j'étais sous tout ce service. La réponse était douloureuse mais libératrice. Oui, c'était le cas. Mais je retrouvais mon chemin. L'été est arrivé dans la ville avec son intensité habituelle. La chaleur qui montait des trottoirs, l'odeur du bitume chaud et des camions de nourriture, le bruit des climatiseurs qui ronronnaient à chaque fenêtre. J'avais toujours aimé l'été à Paris, la façon dont toute la ville semblait s'animer, se déversant sur les perrons, les balcons et les bancs des parcs. Cet été était différent cependant. Pour la première fois depuis des années, je ne m'inquiétais pas des projets de vacances ou des activités estivales de qui que ce soit d'autre. Je pouvais profiter de la saison à mon propre rythme, à ma manière. J'ai commencé à assister à des concerts gratuits sur la place des Vosges, apportant une chaise pliante et un thermos de thé glacé, écoutant du jazz, de la musique folk et parfois juste les sons ambiants de la ville. J'ai visité des musées lors de leur journée d'entrée gratuite, déambulant au Centre Pompidou et au Musée d'Art moderne, sans que personne ne me presse ou ne regarde sa montre. J'ai même fait une excursion d'un week-end à la plage de Deauville, quelque chose que je n'avais pas fait depuis que Pierre était en vie. J'ai pris le train, marché sur les planches, mangé un hot-dog d'un vendeur ambulant et regardé les vagues aller et venir, pendant que les familles autour de moi riaient et jouaient. Pendant ces quelques heures, je me suis sentie sans âge, libérée du poids de la déception et de la trahison qui m'oppressaient depuis des mois. J'étais juste une femme à la plage, profitant du soleil, de l'air salin et du simple plaisir d'être en vie. Quand je suis rentrée à Paris ce soir-là, fatiguée mais ressourcée, j'ai trouvé un message vocal sur mon téléphone. C'était de Léa. « Salut mamie, c'est moi. Papa et maman ont dit que je ne dois pas t'appeler, mais tu me manques. J'espère que tu vas bien. J'ai pensé à ce que tu as dit sur le fait de se protéger. Je pense que tu es courageuse. Je t'aime. » Ce message, laissé secrètement par une fillette de 12 ans qui comprenait mieux le courage que les adultes qui l'entouraient, signifiait tout pour moi. Il me rappelait que mes actions ne visaient pas seulement à me protéger. Elles visaient à donner l'exemple du respect de soi à une petite fille qui regardait et apprenait. L'enquête s'est conclue fin août. L'inspectrice Moreau m'a appelée à son bureau pour m'expliquer les conclusions et la décision du procureur. « Madame, nous avons suffisamment de preuves pour poursuivre cette affaire. Votre fils et votre belle-fille ont accepté un accord de plaidé coupable qui inclut le remboursement intégral, un sursis avec mise à l'épreuve et des travaux d'intérêt général. Ils devront également suivre une thérapie pour les délits financiers. Le montant du remboursement était inférieur à ce qui avait été volé, mais c'était quelque chose. Plus important encore, les conséquences juridiques envoyaient un message clair. Ce qu'il m'avait fait n'était pas acceptable, pas justifiable, pas quelque chose qui pouvait être écarté comme un malentendu familial. « Comment vous sentez-vous face à cette résolution ?» a demandé l'inspectrice Moreau. Soulagée, ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la reconnaissance que j'avais été lésée et une protection contre de futurs préjudices. Le système judiciaire avait fourni les deux. Antoine m'a appelé ce soir-là. Sa voix sobre et différente de toutes nos conversations précédentes. « Maman, je veux m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas seulement parce que l'avocat dit que je dois le faire, mais parce que je sais que ce que j'ai fait était mal. » J'ai écouté sans l'interrompre pendant qu'il parlait de la pression financière, des mauvaises décisions, d'une rationalisation qui avait dégénéré. Il semblait sincèrement plein de remords, mais j'avais appris à être sceptique face aux appels émotionnels des membres de la famille. « Antoine, j'apprécie les excuses. Mais les excuses sans changement de comportement ne signifient pas grand-chose. Tu m'as profondément blessée, et tu l'as fait sur une longue période en me regardant dans les yeux et en me disant que tu m'aimais. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite. Mais je veux arranger les choses, pas seulement l'argent, mais notre relation. Ça va prendre du temps, Antoine. Beaucoup de temps. Et ça va exiger que tu prouves que tu as vraiment changé, pas seulement que tu me dises que tu as changé. Nous avons raccroché sans résolution, sans promesse de réconciliation immédiate, sans fin de conte de fées où l'amour triomphe de tout et où les liens familiaux guérissent toutes les blessures. La vraie vie est plus compliquée que ça, j'avais appris. La vraie guérison prend du temps et des actions cohérentes, pas seulement des mots. L'automne est arrivé tôt cette année-là,
avec des matins frais et des feuilles qui prenaient des teintes brillantes de rouge et d'or. J'avais toujours aimé l'automne à Paris, la façon dont l'air devenait clair et vif, la façon dont la lumière oblique traversait les arbres du jardin du Luxembourg. Cet automne, je suivais un cours d'écriture créative à l'Université du temps libre, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais que je n'avais jamais eu la confiance de tenter. Écrire sur mes expériences, mettre des mots sur des sentiments qui avaient vécu en moi si longtemps sans expression, me semblait à la fois effrayant et libérateur. « Écrivez ce que vous connaissez », a dit le professeur lors de notre première session. « Écrivez ce qui compte pour vous, ce qui vous empêche de dormir la nuit, ce qui vous met en colère, vous attriste ou vous donne de l'espoir. » J'ai écrit sur la trahison et le pardon, sur la différence entre être seul et se sentir seul, sur l'apprentissage de sa propre valeur quand les gens qui devraient vous aimer ne le font pas. J'ai écrit sur le son que fait une tasse de thé quand elle se brise, sur le silence qui suit un appel raccroché, sur la façon dont la lumière du matin est différente quand on n'a plus peur de ce que la journée peut apporter. Mes camarades de classe, un mélange d'âge et de milieu, ont écouté mes histoires avec respect et compréhension. Ils me voyaient comme une écrivaine, comme quelqu'un qui avait quelque chose de précieux à dire, pas seulement comme la mère, la grand-mère ou le fardeau de quelqu'un. « Votre voix est si authentique », a dit l'un d'eux après que j'ai lu un texte sur le cours d'aquarelle. « Vous écrivez avec une telle honnêteté sur des choses difficiles. » Authenticité. Honnêteté. C'étaient des mots qui décrivaient ce que je devenais, séparé de ce que l'on attendait de moi. L'hiver est revenu dans la ville, mais cette fois, j'étais prête. J'avais assez d'argent sur mon compte pour payer le chauffage sans anxiété. J'avais des vêtements chauds qui m'allaient bien, de la nourriture saine dans mon réfrigérateur et un agenda social qui reflétait mes propres intérêts plutôt que les exigences des autres. L'appartement semblait différent aussi. Je l'avais redécoré au fil des mois, non pas avec des meubles coûteux, mais avec de petites touches qui reflétaient ma personnalité plutôt que les attentes familiales. Des coussins colorés sur le canapé, des plantes sur les rebords de fenêtres, mes aquarelles encadrées et accrochées au mur. Les disques de jazz de Pierre étaient toujours là, mais maintenant je les mettais quand je voulais me souvenir de lui avec joie plutôt que lorsque le deuil me submergeait. Son souvenir était devenu un réconfort plutôt qu'une source de douleur. J'étais assise dans mon salon un soir de décembre enneigé, lisant un livre de la bibliothèque et écoutant Miles Davis, quand quelqu'un a frappé à ma porte. À travers le Judas, j'ai vu Léa debout dans le couloir, seule. J'ai ouvert la porte immédiatement, inquiète de savoir pourquoi une fillette de 12 ans errait seule dans l'immeuble après la tombée de la nuit. « Mamie, je peux entrer ?» J'ai dit à papa et maman que j'allais chez Sarah pour réviser, mais je suis venue ici à la place. J'avais besoin de te voir. Je l'ai fait entrer, lui ai préparé un chocolat chaud, et j'ai écouté pendant qu'elle me parlait de la tension à la maison, des disputes entre ses parents, de la façon dont les problèmes d'argent avaient créé une atmosphère de stress et de reproches. « Papa parle de toi parfois », a-t-elle dit, sa voix basse. « Il dit que tu lui manques, mais qu'il est trop gêné pour appeler. Il dit qu'il a vraiment tout gâché. » Qu'est-ce que tu penses de tout ça, ma chérie? Je pense que les adultes compliquent les choses plus que nécessaire. Je pense que ce que papa a fait était mal, mais je pense aussi que les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. La vérité sort de la bouche des enfants. Cet enfant, prise entre des loyautés et essayant de donner un sens aux échecs des adultes, avait résumé la situation à son essence. Les gens peuvent changer s'ils le veulent vraiment. La question était de savoir si Antoine voulait vraiment changer ou s'il voulait simplement que les choses redeviennent comme avant. « Mamie, tu penses que tu pourras un jour pardonner à papa ?» J'ai réfléchi attentivement à sa question avant de répondre. Le pardon était quelque chose sur lequel je travaillais encore, que j'essayais encore de comprendre. Je pense que le pardon est compliqué, Léa. Cela ne signifie pas prétendre que de mauvaises choses ne se sont pas produites. Et cela ne signifie pas laisser les gens vous faire du mal à nouveau. Mais cela pourrait signifier laisser aller la colère pour qu'elle n'empoisonne pas votre propre cœur. Alors tu n'es plus en colère? Je ne suis plus aussi en colère qu'avant. Surtout, je suis triste de ce que nous avons perdu et pleine d'espoir pour ce que j'ai gagné. Qu'est-ce que tu as gagné? Je me suis retrouvée.
Léa est restée 2 heures, et en partant, elle m'a serré fort dans ses bras et a chuchoté « Je suis fière de toi, mamie ». Ce soir-là, j'ai appelé Antoine. Pas pour me réconcilier, pas pour retourner aux anciens schémas, mais pour faire le premier petit pas vers un autre type de relation. Antoine, Léa est venue me voir ce soir. Ah bon? Je suis désolée, maman, je ne savais pas. Ne t'excuse pas. Je suis contente qu'elle soit venue. Elle s'inquiète pour la famille, pour l'attention à la maison. Elle nous aime tous et veut que nous trouvions un moyen d'avancer. Je le veux aussi, maman. Plus que tout. Alors commençons petit. Commençons par l'honnêteté et le respect et voyons où cela nous mène. Nous avons parlé pendant 20 minutes, la plus longue conversation que nous ayons eue en plus d'1 an. Ce n'était pas un moment de guérison magique. Il y avait encore de la gêne, encore de la douleur non résolue, encore le besoin de reconstruire une confiance qui avait été complètement brisée. Mais c'était un début. Le printemps est revenu au marais, et avec lui, un sentiment de renouveau qui semblait plus profond qu'un simple changement de saison. J'avais survécu à une année de confrontation, de batailles juridiques, de drames familiales et d'humiliations sociales. Plus que cela, j'avais découvert des forces que je ne savais pas posséder et une version de moi-même que j'avais oubliée. Les aquarelles sur mes murs s'étaient considérablement améliorées. La femme de mon dernier autoportrait avait l'air confiante, en paix, non plus définie par sa relation avec les autres, mais à l'aise dans sa propre peau. Éléonore et moi planifions un voyage à Rome pour l'automne, quelque chose que ni l'une ni l'autre n'avions jamais fait sans nos maris. Nous apprenions l'italien ensemble aux ateliers de la mairie, riant de notre prononciation et excités par l'aventure à venir. « Tu sais ce que j'ai réalisé », a dit Éléonore alors que nous nous entraînions à commander un café en italien. Nous avons passé tellement d'années à être prudentes, responsables, à faire passer tout le monde en premier. Peut-être qu'il est temps d'être un peu imprudente, un peu égoïste, un peu libre. Le club de lecture avait choisi de lire Wild de Cheryl Strayed, un mémoire sur une femme qui a parcouru seule le Pacific Crest Trail après que sa vie se soit effondrée. Lors de notre discussion, l'un des membres a demandé ce que nous pensions du fait de prendre des risques plus tard dans la vie. Je pense que nous sommes plus capables de prendre des risques lorsque nous avons moins à perdre, ai-je dit. Quand on se rend compte que la pire chose qui puisse arriver, perdre l'approbation de gens qui ne vous respectent pas de toute façon, n'est en fait pas si terrible. Cela vous libère pour essayer des choses que vous avez toujours voulu essayer. Antoine et moi nous étions installés dans une relation prudente, mais qui s'améliorait lentement. Il effectuait ses paiements de dédommagement à temps, avait terminé sa thérapie ordonnée par le tribunal et avait commencé une analyse pour aborder ce qu'il appelait ses « problèmes de sentiment de tout lui devoir ». Nos conversations étaient encore un peu guindées, mais elles étaient honnêtes d'une manière qu'elles n'avaient pas été depuis des années. Claire était une autre histoire. Elle restait sur la défensive, convaincue d'avoir été injustement calomniée, incapable d'assumer l'entière responsabilité de son rôle dans l'abus financier. J'avais accepté qu'elle ne changerait peut-être jamais, et cela me convenait. Ma relation avec elle était cordiale mais distante, axée principalement sur la facilitation de ma relation avec les petits-enfants. Léa était devenue mon lien le plus étroit avec la famille. Elle me rendait visite régulièrement, parfois avec la connaissance de ses parents et parfois sans. Elle devenait une adolescente réfléchie qui posait des questions difficiles et refusait d'accepter des réponses simples. « Mamie, as-tu déjà eu peur quand tu te battais avec papa et maman? » Terrifiée, ai-je admis. J'avais peur d'être seule, peur de vous perdre tous, peur d'avoir peut-être tort sur tout. Mais tu l'as fait quand même. Parfois, avoir peur est le signe que l'on fait quelque chose d'important. 1 an après que la tasse de thé se soit brisée dans mes mains, j'étais assise à la même table de cuisine où cela s'était produit. Mais au lieu de relevés bancaires et de preuves de trahison, la table était couverte de lettres d'acceptation de magazines littéraires qui voulaient publier mes essais sur l'abus de faiblesse, sur le dysfonctionnement familial, sur le fait de se retrouver à 78 ans. Le cours d'écriture avait mené à un groupe d'écriture qui m'avait amené à soumettre mon travail pour publication. Les éditeurs étaient intéressés par ma perspective, ma voix, mon histoire. Je devenais non seulement une survivante, mais une militante,
quelqu'un dont l'expérience pouvait aider d'autres personnes âgées confrontées à des trahisons similaires. Le téléphone a sonné alors que j'examinais un contrat d'un éditeur qui voulait inclure un de mes essais dans une anthologie sur la résilience des femmes. « Madame ?» Ici, l'inspectrice Moreau. Je voulais vous informer que votre cas a été sélectionné comme exemple de formation pour notre brigade de protection des familles. Votre documentation était si complète, votre témoignage si clair, que nous l'utilisons pour montrer aux autres officiers comment ces cas doivent être instruits. Après avoir raccroché, je suis restée assise tranquillement pendant quelques minutes, absorbant l'ampleur de ce qu'elle m'avait dit. Ma douleur, ma lutte, ma décision de me battre, cela allait aider d'autres personnes dans des situations similaires. La pire expérience de ma fin de vie était en train de se transformer en quelque chose qui pourrait empêcher d'autres de souffrir de la même manière. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je planifiais depuis des mois. J'ai invité Éléonore à dîner et je lui ai dit que j'étais prête à partager toute l'histoire, pas seulement la version abrégée que je racontais au club de lecture et au cours d'écriture. « Je veux écrire un livre », ai-je dit. Pas seulement des essais ou des nouvelles, mais un mémoire complet. Je veux raconter toute l'histoire, la trahison, la guérison, la transformation. Je veux que d'autres personnes sachent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se défendre, pour découvrir qui l'on est vraiment. Éléonore a levé son verre de vin pour porter un toast. « Au nouveau départ », a-t-elle dit, « au nouveau départ ». Au moment où j'écris ces lignes, il s'est écoulé 18 mois depuis que j'ai découvert que mon fils et ma belle-fille avaient vidé mon compte d'épargne. 18 mois depuis que j'ai brisé cette tasse de thé et que quelque chose en moi s'est ouvert pour laisser entrer la lumière. Le livre est presque terminé. L'affaire judiciaire est close. Les relations familiales ont été reconstruites sur une base d'honnêteté plutôt que d'obligation. Je n'ai plus peur d'être seule parce que j'ai appris la différence entre la solitude et l'isolement. Mais plus important encore, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se sauver soi-même. Jamais trop tard pour exiger le respect. Jamais trop tard pour découvrir que l'on vaut plus que ce que l'on peut fournir aux autres. J'ai 79 ans et je ne fais que commencer. La femme dans le miroir est quelqu'un que je reconnais maintenant, pas la femme de Pierre, ou la mère d'Antoine, ou la grand-mère de qui que ce soit, mais Martine, artiste, écrivaine et survivante, une personne de valeur à part entière. L'appartement porte toujours le faible parfum des lilas, mais maintenant il provient de fleurs fraîches que j'achète pour moi-même chaque semaine. Les disques de jazz de Pierre jouent toujours, mais maintenant ils sont accompagnés de nouvelles musiques que j'ai découvertes, des sons qui reflètent qui je suis maintenant plutôt que qui j'étais. Le matin parisien dans le Marais bourdonne toujours des bruits du métro et de l'arôme du café du petit bistrot du coin. Mais maintenant, quand j'entends ces sons, ils ne me rappellent pas l'isolement. Ils me rappellent la possibilité, un autre jour, pour créer quelque chose de nouveau, pour apprendre quelque chose de différent, pour être authentiquement moi-même. Parfois, Antoine appelle, et nos conversations sont réelles maintenant, pas jouées ou manipulatrices, mais de véritables échanges entre deux personnes imparfaites essayant de construire quelque chose de mieux à partir des décombres de ce qui a été brisé. Il apprend à me voir comme une personne plutôt que comme une ressource, et j'apprends que l'amour n'exige pas de renoncer à mon respect de soi. Les petits-enfants me rendent visite régulièrement, et ils voient une version différente de leur grand-mère maintenant, une qui a des intérêts, des opinions et des limites, qui les aime complètement, mais n'existe pas uniquement pour leur bien. Hier, Léa m'a apporté un dessin qu'elle avait fait en cours d'art plastique. C'était un portrait de moi à mon chevalet, peignant un paysage à l'aquarelle. Sur le dessin, j'ai l'air contente, concentrée, entourée de lumière. « C'est comme ça que je te vois maintenant, mamie », a-t-elle dit. Heureuse. Heureuse. Un mot si simple, mais qui porte le poids de la transformation, d'une sagesse durement acquise, d'une vie récupérée des débris de la trahison et de la déception. Je suis heureuse. Non pas parce que tout dans ma vie est parfait, mais parce que tout dans ma vie est à moi. Mes choix, mes limites, mon temps, mon énergie, ils m'appartiennent maintenant, pour les utiliser comme bon me semble plutôt que comme les autres l'exigent. L'avenir s'étend devant moi, non plus comme quelque chose à endurer, mais comme quelque chose à embrasser. Il y a des livres à écrire,
des endroits à visiter, des amitiés à approfondir, de l'art à créer, des expériences à savourer. Il y a des petits-enfants à voir grandir, de la sagesse à partager et des histoires à raconter. Je pense à la femme qui était assise dans ce même fauteuil il y a 18 mois, entourée de preuves de trahison, tenant les morceaux brisés d'une tasse de thé et se demandant si elle avait la force de se battre. Je veux lui dire qu'elle avait la force, que la rupture était en fait le commencement, que parfois il faut perdre tout ce que l'on pensait nous définir pour trouver tout ce que l'on est vraiment. Mais elle n'aurait pas pu m'entendre à l'époque. Elle devait le découvrir par elle-même, un pas douloureux et libérateur à la fois. Maintenant, alors que le coucher de soleil parisien peint les murs de mon appartement d'or et que la ville fredonne son chant du soir à l'extérieur de mes fenêtres, je lève un verre de vin à cette femme qui a choisi le courage plutôt que le confort, la vérité plutôt que la paix, le respect de soi plutôt que l'harmonie familiale. Elle m'a sauvé la vie. Avez-vous déjà vécu, ou connu quelqu'un qui a vécu, quelque chose de semblable? Vous êtes-vous déjà senti invisible dans votre propre vie, apprécié uniquement pour ce que vous pouviez fournir plutôt que pour qui vous étiez? Avez-vous déjà dû choisir entre préserver la paix et garder votre dignité? S'il vous plaît, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience compte. Votre voix compte. Vous comptez. Si cela vous a touché le cœur, si cela vous a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, jamais trop tard pour exiger le respect, jamais trop tard pour vous sauver, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Ensemble, nous guérissons. Ensemble, nous nous souvenons que notre valeur ne se mesure pas à notre utilité pour les autres, mais à notre courage d'être authentiquement nous-mêmes. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir été témoin de mon parcours de victime à survivante, puis à épanouie. Merci de me rappeler que je ne suis pas seule, et vous non plus. La tasse de thé s'est brisée, mais Martine est sortie des débris plus forte qu'avant. Et vous le pouvez aussi.